Alors voilà une situation que beaucoup connaissent. On se lance dans un régime cétogène, on se sent super bien, plein d'énergie, pas mal de marqueurs de santé virent au vert, et puis, bam, on reçoit ces analyses de sang, et là, c'est la douche froide. Le cholestérol LDL, le fameux mauvais cholestérol, a littéralement explosé. C'est super déroutant, et ça nous pousse à nous poser une question fondamentale. Est-ce que ce mauvais cholestérol veut vraiment dire la même chose pour tout le monde? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Oui, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Et on se retrouve face à un sacré dilemme, hein. D'un côté, on se sent mieux, on a des résultats concrets sur le bien-être, et de l'autre, on a ce chiffre sur le papier qui, franchement, fait un peu peur. Surtout quand on sait que depuis des décennies, en cardiologie, un LDL élevé, c'est l'alerte rouge maximale. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, dans les artères. Et tout part de là, en fait, de ce qu'on voit dans une simple prise de sang. Ce n'est pas juste une petite contradiction, non, c'est un vrai paradoxe, un truc qui vient vraiment secouer ce qu'on pensait savoir. Quand on regarde le bilan lipidique de quelqu'un qui suit ce régime, c'est souvent un tableau assez surprenant. D'un côté, on a des améliorations qui sont juste spectaculaires, sur des facteurs de risque vraiment importants. Et de l'autre, eh bien, on a cette fameuse montée du LDL qui, on ne va pas se mentir, a de quoi inquiéter. Et c'est tout à fait légitime. Alors, regardons ce paradoxe de plus près. Les changements sont hyper clairs. D'un côté, on a deux super nouvelles. D'abord, les triglycérides, qui sont un marqueur de risque super important, eh bien, ils s'effondrent. Ensuite, le HDL, le bon cholestérol, lui, il augmente. Génial. Mais de l'autre côté, le LDL, notre ennemi public numéro un, il grimpe en flèche. Alors, comment on lit ça? Comment interpréter des signaux qui partent dans tous les sens? Et ça nous plonge directement au cœur du débat. Est-ce que cette idée un peu binaire de bon et de mauvais cholestérol est finalement trop simple? Ou est-ce que les nouvelles théories sont en train de passer à côté d'un vrai danger? On va regarder ce que disent les deux camps. Alors, d'abord, la position officielle, celle qui est basée sur des milliers et des milliers d'études. Les plus grandes sociétés savantes de cardiologie, partout dans le monde, elles sont unanimes. Un taux de LDL élevé, c'est la cause directe de l'athérosclérose. C'est ce processus qui bouche les artères avec des plaques, et soyons clairs, ce consensus est tellement massif qu'on ne peut absolument pas le balayer d'un revers de la main. Mais il y a une autre hypothèse qui émerge, le modèle énergétique des lipides, et qui propose une lecture différente. C'est assez simple, imaginez que les LDL, ce sont des camions livraison. Leur boulot, c'est de transporter le carburant, c'est-à-dire les graisses, partout dans le corps. Maintenant, si notre corps devient une machine à brûler les graisses, comme avec un régime cétogène, c'est logique qu'il y ait beaucoup plus de camions sur l'autoroute, non? La vraie question, la question à 1 million, c'est est-ce que ce trafic intense veut dire gros bouchons dangereux ou juste système de livraison super efficace? Pour essayer d'y voir plus clair, la recherche s'est donc penchée sur un groupe de personnes bien précises, des gens chez qui ce phénomène est poussé à l'extrême. Et c'est peut-être eux, justement, qui détiennent la clé de toute cette histoire. On les appelle les Lean Mass Hyper Responders, ou LMHR pour faire court. En gros, c'est un profil type, un phénotype, comme on dit. Ça désigne un ensemble de caractéristiques qu'on observe chez des personnes qui sont généralement minces, souvent assez sportives, et qui, en passant au régime cétogène, voient leurs analyses de sang se transformer de façon spectaculaire. Leur signature dans le sang, elle est super reconnaissable, et elle illustre parfaitement le paradoxe dont on parle. On a un LDL qui crève le plafond, souvent au-dessus de 190. Mais en même temps, un HDL au top, très élevé, et des triglycérides au ras des pâquerettes, très bas. Et ça, ce sont deux marqueurs d'une super santé métabolique. C'est ce cocktail étonnant qui fascine les chercheurs. Et c'est là qu'on arrive à une étude toute récente qui est vraiment capitale. Les chercheurs se sont dit, OK, on a assez regardé les chiffres dans le sang, allons voir directement ce qu'il se passe à l'intérieur des artères de ces fameux hyperrépondeurs. C'est vraiment le moment clé de notre analyse. Et attention, premier chiffre qui frappe, le taux de LDL moyen dans ce groupe, 272 mg par décilitre. Pour vous donner une idée, c'est un niveau que n'importe quel cardiologue qualifierait de stratosphérique. Et normalement, un chiffre pareil, ça déclenche un traitement médicamenteux immédiat et assez costaud. Et pour bien comparer, le groupe de contrôle, des gens du même âge avec les mêmes facteurs de risque, avait un LDL moyen de 123. Faites le calcul, la différence est juste colossale. On parle de plus du double. Et attention, ce n'est pas juste un truc qui dure quelques semaines, hein. Les participants suivaient ce régime depuis presque 5 ans en moyenne. C'est une durée qui est largement suffisante, d'après tout ce qu'on sait, pour que des plaques aient le temps de se former et de grossir dans les artères. Alors, le grand verdict, accrochez-vous parce qu'il est assez bluffant. Malgré ces niveaux de LDL incroyablement hauts, et ce, pendant des années, le groupe des hyperrépondeurs n'avait
pas plus de plaques dans les artères du cœur que le groupe témoin. C'est ça le point clé. On dirait que dans ce contexte bien particulier de très bonne santé métabolique, le LDL élevé ne faisait tout simplement pas de dégâts. Bon, ces résultats sont absolument fascinants. Mais, grosse mise en garde, ça ne veut pas dire que le LDL est devenu inoffensif pour tout le monde, loin de là. On parle ici d'un groupe très spécifique. Des gens déjà minces, des gens en super forme métabolique. Tout ça suggère que le contexte est vraiment la clé de tout. Alors la question, c'est comment faire en sorte que son propre régime crée ce contexte favorable. Allez, on passe de la science à la pratique. Si on opte pour un régime cétogène, il faut bien comprendre que la qualité, c'est primordial. Il ne s'agit pas juste de manger du bacon et du fromage à tous les repas. Il faut vraiment privilégier les bonnes graisses, l'huile d'olive, les avocats, les noix. C'est crucial. Pareil pour les fibres. Il faut en consommer assez via les légumes verts, par exemple, et bien sûr, bien s'hydrater et gérer ses électrolytes. Tout ça, ça aide aussi à éviter les petits désagréments du début, comme la fameuse grippe cétogène avec sa fatigue et ses maux de tête. Évidemment, il faut toujours rester à l'écoute de son corps. Des symptômes qui s'installent, comme une grosse fatigue qui ne passe pas, des maux de tête constants ou une constipation chronique, ce n'est pas normal. Ça mérite d'en parler à un médecin. Et j'insiste là-dessus, pour quiconque a déjà des problèmes cardiaques, un suivi médical rapproché, c'est juste non négociable. Et puis, il y a un autre point super important, savoir faire le tri dans la jungle de l'info nutritionnelle. On entend tout et son contraire. Pour savoir si une étude est sérieuse ou pas, il y a quelques repères. Une bonne étude va vérifier que les participants sont bien en cétose, elle va durer assez longtemps, plus que quelques semaines, et elle sera transparente sur qui l'a financée. Méfiance avec les études qui mélangent les concepts, qui sont trop courtes, ou dont les résultats ont l'air, disons, un peu trop magiques. Avec toutes ces enfants en tête, la discussion avec un médecin peut devenir bien plus constructive. Il y a un peu une méthode en 3 temps. D'abord, on arrive avec les faits, les analyses de sang complètes. Ensuite, on explique tout le contexte, ce qu'on mange, notre mode de vie et surtout comment on se sent. Et enfin, 3e étape, on peut être proactif et poser des questions sur des examens plus poussés. Des examens qui vont au-delà des chiffres pour aller voir directement l'état des artères. On peut parler d'un score calcique par exemple, ou même d'un angioscanner coronaire, un CCTA, qui donne une image très précise. Au final, toute cette analyse nous amène à une réflexion assez importante. Et si, finalement, un bilan sanguin qui fait un peu peur n'était pas la fin de l'histoire? Et si c'était au contraire le tout début d'une conversation beaucoup plus personnalisée sur sa propre santé? Il semblerait bien que le contexte global, la santé métabolique dans son ensemble, soit la véritable clé pour comprendre ce que ces chiffres veulent vraiment dire pour nous.